Ousguard, le regard de l'invité de la semaine sur l'actualité de la Corse, tous les matins à 7h45. Avec Maria Lanfranc. Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle saison d'Ousguard, d'où un parcours de l'actualité, une analyse de l'actualité. Et pour ce premier rendez-vous de la rentrée, Laurent Marcangeli, le député maire d'Ajaccio, est avec nous. Bonjour. Bonjour. On va donc parler de l'actualité de ces derniers jours, de ces dernières semaines même, qui ont fait donc la Corse et au-delà même. On va parler pour ce premier thème d'actualité, on va retrouver José Rossi, donc avec tout l'épisode des futures territoriales, José Rossi, Camille de Roccaser, dans votre famille politique, Laurent Marcangeli, José Rossi qui très récemment a demandé au parti, les Républicains, de donner une investiture à l'un ou à l'autre des candidats. On écoute une courte intervention de José Rossi et on se retrouve tout de suite après pour votre analyse. Je crois qu'un parti national comme les Républicains, qui aujourd'hui est le premier parti de France, ne peut pas être absent en Corse. Dans toutes les régions de France et de Navarre, il y a une liste du Parti républicain qui est une liste unique, bien sûr, et en même temps qui est alliée à l'UDI, le centre droit, et il y a des listes uniques dans toute la France. Ici en Corse, le fait qu'il y ait deux listes issues du Parti républicain n'empêche pas les autorités et les responsables nationaux du parti d'investir l'une de ces deux listes. Bon, évidemment, je souhaite que nous ayons l'investiture, mais si nous n'avions pas l'investiture, nous en prendrions acte. Mais je ne vois pas comment le premier parti de France peut être absent au premier tour de la compétition régionale. Alors Laurent Marcangeli, justement, l'investiture des Républicains, tout d'abord, vous êtes d'accord avec les propos de José Rossi ? Oui, vous imaginez bien que avant que José décide de faire cette déclaration, nous en avons bien parlé. Je pense qu'il faut quand même replacer les éléments dans leur contexte. Je vous rappelle tout de même que si nous avions été entendus, il n'y aurait pas deux listes. Il y en aurait une. Et elle serait conduite par Camille de Roccaser. Je vous rappelle quand même que nous avons fait la proposition, José Ross, Sauveur Gandolfichette et moi-même, à Camille, de conduire une liste que nous aurions construite ensemble, afin de pouvoir offrir à notre famille politique un visage uni, mais également une possibilité, je pense, d'alternance forte, avec une liste forte dès le premier tour, conduite par Camille, et sur laquelle aurait figuré également donc José Rossi. Camille de Roccaser en a décidé autrement. Nous en prenons acte. Et nous ne sommes pas aujourd'hui, contrairement à ce que certains pourraient entendre, vouloir faire entendre, omnubilés par les divergences que nous pourrions avoir avec Camille de Roccaser. Mais il n'en demeure pas moins que nous appartenons à un parti politique qui a vocation à être, selon ce que nous lisons, entendons, le premier parti de France. Il est déjà au niveau des communes, il est au niveau des départements, j'espère qu'au mois de décembre prochain, il le sera au niveau des régions, et donc également au niveau du territoire de Corse sur lequel nous vivons. Mais pour cela, il faut qu'il soit clair. Et il faut qu'il dise qui il soutient. On ne pourrait pas accepter aujourd'hui que ce mouvement politique, dont je suis membre, dont d'autres sont membres également, ne disent pas quelle ligne il soutient dans le cadre de ces élections territoriales. Donc c'est pour ça que moi je crois que les militants, les sympathisants, les élus que nous sommes sont en droit d'attendre du mouvement politique Les Républicains qu'une liste soit enfin choisie par la Commission nationale d'investiture afin que la clarté soit faite et afin que celles et ceux qui militent dans ce mouvement, celles qui se reconnaissent dans cette famille politique, eh bien, aient cette indication qui ne peut venir de toute manière que de cette Commission nationale d'investiture. Alors, il y a un pacte qui a été passé entre José Rossi et Camille de Roccaser pour le second tour. Est-ce que justement cette investiture ou cette non-investiture ou ce qui pourrait ressortir de cette commission d'investiture pourrait laisser des séquelles ? Non, ça ne laissera pas de séquelles. Moi, je vais vous expliquer très clairement les choses. C'est pas un drame. Vous savez, en 2004, Camille de Roccaser a obtenu l'investiture. José Ross ne l'a pas obtenu. Il était pourtant président du comité départemental de l'UMP à l'époque. Et au troisième tour de l'élection territoriale, José Ross et ses élus, eh bien, ils ont voté pour Camille de Roccaser à la présidence de l'Assemblée. Et ils ont voté pour Enchantigne à la présidence du Conseil exécutif. Moi, je crois qu'il faut arrêter d'être dans le mélodrame à longueur de temps. Bon, il y a deux listes, pour l'instant. Je ne désespère jamais, voyez-vous, que
les meilleurs sentiments reprennent le dessus, le bon sens reprenne le dessus, et que nous partions plus unis dans cette bataille. Mais aujourd'hui, ce que je crois, c'est qu'il faut que notre parti politique y soit clair, ils disent ce qui l'attend, et il n'y aura aucun drame, en tout cas pas de mon point de vue. Vous savez, si demain d'aventure il devait y avoir une décision qui ne soit pas celle qui est la mienne, je ne vais pas me rouler par terre. Je suis quelqu'un de responsable. Les Ajaxiennes et les Ajaxiens m'ont confié d'énormes responsabilités, on m'a élu à l'Assemblée nationale. Je ne suis plus un enfant, même si je suis encore jeune. Et je crois que José Roch fait partie de ces hommes aussi qui démontrent leur sang-froid de par l'expérience qui est la sienne et de par la manière qu'il a eu de mener sa vie publique depuis des années. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Moi, ce que je souhaite, je le dis très clairement, c'est gagner les élections territoriales. C'est pas les perdre. J'aimerais bien que ce soit le cas pour tous. Et moi, je le dis très clairement, nous ne pouvons pas gagner cette élection territoriale sans Camille de Rocazert. Et Camille de Rocazert ne peut pas gagner cette élection territoriale sans nous. Nous le savons, en tout cas du côté de José Roch et du mien, nous en sommes intimement convaincus. Cette commission d'investiture, on a vu qu'elle a eu quelques difficultés en fait à donner justement cette investiture. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle pourra faire son choix ? Parce que je vais la mettre devant ses responsabilités. Parce que mardi, cette commission nationale d'investiture se réunira. C'est demain. Elle va devoir demander à celles et ceux qui y siègent qui est investi. Mais moi, je vais dire une chose très simple à cette commission. J'y compte de nombreux amis. Je suis parlementaire. Il y a des sénateurs, il y a des députés, il y a des grands élus, il y a un ancien président de la République. Je vais leur dire très simplement, vous ne pouvez pas dire qu'on veut gouverner la France si vous n'êtes pas capable de choisir entre deux listes sur une élection territoriale en Corse. Et je n'accepterai pas, à titre personnel, je vous le dis très clairement, que ma famille politique ne choisisse pas. Je préfère encore qu'elle choisisse la liste de Camille, plutôt qu'elle ne choisisse ni l'une ni l'autre. Ça s'appelle la clarté. Et je crois qu'en politique, et en Corse plus particulièrement, celles et ceux qui nous suivent, ils ont besoin de clarté pour pouvoir savoir dans quelle direction il faut aller. Et ensuite, on en tirera toutes les conséquences. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de souci. En tout cas, nous, de notre côté, nous militons pour cela. José a été extrêmement clair. Et parce que je viens de vous dire, je crois que je ne manque pas de lettres, moi non plus. Un ancien président de la République qui connaît bien la Corse, vous en avez discuté avec lui ? J'en ai discuté avec lui, je sais qu'il a consulté, il entretient, comme chacun le sait, des rapports très intimes avec la Corse, Nicolas Sarkozy. Mais au-delà de cette intimité qu'il peut même avoir avec un certain nombre d'entre nous, la question qu'on doit se poser, c'est la suivante. Quel est le meilleur moyen de gagner l'élection territoriale du mois de décembre prochain ? Je pense qu'avec d'autres, j'ai démontré au cours des dernières années que j'étais capable de gagner des élections difficiles, que j'avais une bonne lecture de notre société, que je comprenais les choses. Moi aujourd'hui, ce que je ressens, c'est une forme d'impatience de la part de celles et de ceux qui veulent le changement et qui se situent dans le camp de la droite et du centre. Une forme d'impatience parce que le non-choix d'une commission nationale d'investiture, d'un parti politique qui a vocation à gouverner le pays, ce n'est pas compréhensible, ce n'est pas rationnel. Donc nous demandons à ce que cette décision soit prise, nous en prendrons acte vraiment dans des dispositions d'esprit extrêmement tranquilles, parce que je crois que la sérénité dans cette histoire, depuis le départ, moi je pense en avoir fait preuve, elle est nécessaire pour ensuite embrayer sur la reconquête du pouvoir régional, parce que ça, et je ne laisserai personne dire le contraire, c'est notre objectif, c'est notre quête. Notre quête, c'est de gagner cette élection. Je crois que contrairement à ce que disent certains observateurs plus ou moins bien avisés ou plus ou moins impartiaux, l'élection territoriale, elle n'est pas jouée, que le président de l'exécutif sortant n'est pas réélu, loin s'en faut, que la majorité actuelle est craquelée, divisée, qu'elle est prenable, cette élection, que cette territoriale est donc gagnable par ma famille politique, à condition de se rassembler. Ce rassemblement, j'ai réussi avec d'autres à l'incarner sur des élections départementales à l'époque, sur des élections législatives à l'époque, sur des élections municipales à 2 reprises. Je pense que la seule manière de pouvoir y arriver, c'est le rassemblement. Et ce rassemblement, on ne l'invoque pas comme une forme de prière, c'est quelque chose qu'on doit faire. C'est pas un vœu, c'est une réalité, le rassemblement. Et jusqu'à preuve du contraire, moi je regrette, je le dis très clairement, que nous n'ayons pas été tous dans nos actes sur cette ligne. Ensuite, vous savez, les électrices et les électeurs, ils sont très intelligents.
et ils savent véritablement ensuite mettre les responsabilités des uns et des autres en face de leurs actes. Donc moi j'attends ça avec sérénité, mais en tout état de cause, le parti politique qui est le mien, moi mon engagement militant, c'est celui de la clarté, et donc j'attends que les instances les plus hautes de ma famille politique, dont je suis un membre, je suis secrétaire national des Républicains, eh bien j'attends en tant que secrétaire national, en tant que maire de la 73e ville de France, en tant que député de la Corse, j'attends qu'il y ait de la clarté. Ce rassemblement, vous l'avez souligné lors du dernier vote au conseil départemental en Corse du Sud. C'était un petit peu compliqué, mais on est arrivé à un vote des 22 en faveur de la ville d'Ajaccio aussi. Mais moi, je le dis très clairement, je ne pourrais pas demain comprendre qu'il existe une inimitié envers la ville d'Ajaccio. Ça, j'entends les choses. Je sais bien que ce qui s'est passé le 2 avril dernier au conseil départemental a laissé des traces. Je sais bien qu'il y a des choses qui sont très difficiles à surmonter, qu'il y a des épisodes très durs à dépasser. Nous le savons tous. Mais en même temps, moi, je suis garant de l'intérêt des Ajacciennes et des Ajacciens en tant que maire. Et si demain, on s'en prend à la ville d'Ajaccio, je suis le premier touché. Je suis le premier blessé. Je suis le premier qui donc serait amené à répondre. J'ai entendu certaines choses lors du vote du conseil départemental. Certaines n'allaient pas dans le bon sens. Mais bon, l'essentiel, c'était le vote. Je crois que celles et ceux qui avaient quelques réserves se sont rattrapés par un vote positif. Vous savez, le département de la Corse du Sud et la Corse tout entière, ils n'ont aucun intérêt à aller contre l'intérêt de la ville d'Ajaccio. Ce serait un non-sens, ce serait un contresens. Et la Corse ne fonctionnera bien que si la ville d'Ajaccio va dans le bon sens. Et le département de la Corse du Sud, il n'ira pas bien loin si demain la ville d'Ajaccio, elle n'est pas traitée à la hauteur de ce qu'elle est, c'est-à-dire la capitale de la Corse. Merci beaucoup Laurent Marcangeli. On va se retrouver demain pour une nouvelle thématique d'actualité. À demain. Bonjour et bienvenue, on retrouve notre invité de la semaine, Laurent Marcangeli, bonjour. Bonjour. Député maire d'Ajaccio, on va parcourir l'actualité de ces derniers jours en Corse. On va parler du PADUC qui a passé une nouvelle étape puisqu'il a obtenu un avis favorable donc, suite à l'enquête publique du commissaire enquêteur suite à cette enquête publique. 2 réserves avaient été émises, elles concernaient les espaces agricoles, elles concernaient également un espace remarquable du côté du Mont Sant'Angeli sur la commune d'Ajaccio, 2 réserves qui ont été levées par l'agence de l'urbanisme, des réserves qui seront soumises bien évidemment au vote de l'Assemblée de Corse, ce sera le 1er octobre prochain, et puis certaines observations et recommandations. Alors évidemment, ce PADUC qui s'invite forcément dans la campagne électorale aussi des territoriales. On va écouter Maria Dudicelli sur ce point précis et on vous retrouve ensuite. Si nous prenons en considération ceci, si nous prenons en considération les 4 votes qui se sont succédés, si nous entendons de la commission d'enquête que nous ne remettons pas en cause l'économie générale du projet, que nous y apportons de la précision, que nous levons des craintes et des inquiétudes, honnêtement, je n'imagine pas que l'ampleur du vote qui s'est exprimé depuis 2012, je vous rappelle que les votes en faveur du PADUC, selon, ont oscillé entre 33 pour et 39 pour. Ça, c'était les 4 votes. Donc moi, je me dis que c'est bien dans cette fourchette-là qu'on va trouver des votes. Maintenant, s'il en était autrement, pour des raisons autres, en raison d'un contexte politique et électoral qui surgit, je considérerais que ce serait dommageable pour la Corse, mais j'ai confiance en la responsabilité des élus qui, me semble-t-il, ont jusque-là toujours œuvré dans l'intérêt de la Corse et dans l'intérêt collectif, et je n'imagine pas qu'ils puissent renoncer à ceci à la faveur, on va dire, de calculs politiciens ou de combinaisons politiciennes. Alors Laurent Marcangeli, avant de venir donc sur ce dossier PADUC et élections territoriales, l'une des réserves donc concernait l'espace remarquable à caractère littoral, la commune d'Ajaccio, le Mont Sant'Angelo. C'était l'une des réserves émises par le commissaire enquêteur. Oui, il y a d'autres réserves aussi qui ont été émises par la ville d'Ajaccio et la communauté d'agglomération du pays ajaccien, pas dans le cadre du commissaire enquêteur, mais dans le cadre ensuite de ce qui peut se passer après. Moi, je me réserve le droit en tant que maire de la ville de faire un recours contre le PADUC. Parce qu'aujourd'hui, je le dis aux Ajacciennes et aux Ajacciens, et je le dis aux habitantes et aux habitants de la communauté d'agglomération du pays ajaccien, tout n'est pas parfait. On ne vit pas dans le meilleur des mondes, et tout le monde n'est pas beau, et tout le monde n'est pas gentil dans cette affaire. Disons-le très clairement. Il y a des zones, aujourd'hui, qui ne sont pas, je crois, traitées à leur juste valeur dans l'élaboration du PADUC. Une zone, allez, disons-le, la zone du Stillette. Et de l'hôpital d'Ajaccio. Donc de l'hôpital, donc d'un futur collège. Est-elle traitée de manière correcte ? Non.
Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on fait une cartographie qui aujourd'hui ne tient pas compte du fait que cette zone va être extrêmement tendue parce qu'il y aura ces deux équipements. Un hôpital, un EHPAD, Eugénie, et un collège. Par ailleurs, je vous rappelle aussi qu'il y a une exploitation agricole, domaine Péraldi, c'est pas rien. Et vous avez le Palatine, pas loin. Et vous avez aussi un centre commercial de grande importance, non loin d'ici. Qu'est-ce qu'il faut dans cette zone? Il faut aussi donc une infrastructure routière qui permette de desservir cette zone-là. Le Paduc aujourd'hui rend très difficile la construction d'une infrastructure routière qui permette une desserte correcte de cet endroit extrêmement tendu qui, lorsque ces équipements seront ouverts, viendra déferler des milliers de gens matin, midi et soir. Et là, malgré les observations que nous avons formulées dans le cadre des rapports que nous avons entretenus avec Maria Giudicelli et la collectivité territoriale de Corse, nous n'obtenons pas des réponses et des satisfecit. Donc je le dis très clairement, sur ce point précis, il y en a d'autres, mais celui-là me paraît quand même suffisamment important. On parle ni plus ni moins que de l'hôpital d'Ajaccio et d'un collège qui recevra plus de 600 élèves. Je crois qu'il va quand même falloir revoir un petit peu la copie. Jusqu'à présent, force est de constater que les arguments que nous avons portés, moi-même, le président de la communauté d'agglomération du Pays ajaccien, n'ont pas été entendus. Je le regrette parce que je crois que ça ne va pas dans le sens de l'intérêt de la Corse. Demain, il y aura un hôpital flambant neuf, moderne, à Ajaccio, capitale régionale. Il y aura un nouveau collège qui recevra ce que nous avons de plus cher, notre avenir, notre jeunesse. Je crois que les conditions de desserte en matière routière sont une question suffisamment grave pour qu'on s'y intéresse et pour que le Paduc, sur ce domaine bien précis, puisse y répondre. Par ailleurs, si je puis me permettre, sur la vision globale du Paduc, moi je ne suis pas du tout tenu par les votes qui se sont déroulés à l'Assemblée de Corse depuis 2012. Et puis je crois avoir été de manière très régulière, assez claire sur la question. Ce document, moi, il ne me convient pas. Et je vais de suite décevoir celles et ceux qui sont dans une vision simpliste de la vie politique en Corse et de la vie publique en Corse. Parce que soi-disant, si on est contre le Paduc, ça veut dire qu'on est un bétonneur. Moi, je ne suis pas un bétonneur, je ne suis pas un entrepreneur, et il n'y a pas des gens qui m'amènent une manette pour signer un permis de construire. Je ne suis pas acheté, la ville d'Ajaccio, elle n'est pas achetée. Mais il y a aussi les perspectives du développement économique. Est-ce que ça figure dans ce Paduc? Moi, je lis dans ce Paduc un certain nombre de choses qui vont à l'encontre de ce que la Corse, à mon avis, devrait faire pour répondre aux vraies questions que se posent les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre. Est-ce qu'on va accepter encore un peu plus longtemps d'être la région championne de France de l'augmentation du chômage? C'est la réalité. C'est pas moi qui le dis, c'est Dominique Bouquigne, président de l'Assemblée de Corse sortant, qui l'a dit lors d'une réunion publique qu'il a tenue dans le sud de la Corse, où il a dit « Les voyants sont au rouge, nous sommes champions de France du chômage ». Oui, à qui la faute? Certainement pas à celles et ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui. Peut-être pas seulement de la faute de l'actuelle majorité, mais je remarque tout de même qu'en 5 ans, l'investissement sur l'ADEC, Agence de développement économique de la Corse, est passé de 30 millions d'euros à 10 millions d'euros. Pour pouvoir répondre demain aux problèmes du chômage, de l'insertion professionnelle des jeunes, de la création d'entreprises, du dynamisme d'une économie. On n'a pas besoin d'avoir une agence de développement économique qui tienne la route, qui soit solide, qui soit poussée par le politique. Et ça n'y est pas. Et dans le Paduc, vous avez, je crois, la traduction de ces baisses. Sauf qu'elle est écrite. Il n'y a pas de vision du développement économique qui peut correspondre avec ce que moi j'attends pour la Corse. Alors je vais aussi dire de suite à celles et ceux qui vont se dire « Ah mais Laurent Marcangeli, ce qui l'intéresse, c'est de faire que du tourisme et du bétonnage pour faire plaisir aux entrepreneurs. » Que nenni. Non, il y a d'autres moyens de faire des richesses et de créer des richesses en Corse. Sur les nouvelles technologies, pousser un petit peu l'entreprise, les jeunes, l'insertion professionnelle, l'apprentissage. Il y a des moyens, il y a des pistes, il y a des zones d'activité qui ne soient pas forcément que autour du tourisme. Donc, réfléchissons un petit peu. Moi, ce que je crois, c'est que le Paduc, il y a une vision qui est un peu trop idéologique. On a voulu un petit peu faire du consensus pendant cette mandature, je le comprends. J'ai l'impression d'ailleurs que ce consensus qui a été affiché pendant la mandature arrive un petit peu à date de péremption, puisque nous avons un vote en ligne de mire au mois de décembre. Moi, en ce qui me concerne, sur la vision que j'ai du développement de la Corse, je crois avoir été clair pendant toute la mandature. Après ce qui s'est passé au sein de l'hémicycle de l'Assemblée de Corse,
Je vais vous dire très clairement, je ne suis pas concerné, je n'ai jamais été membre d'aucun groupe à l'Assemblée de Corse jusqu'à présent. J'ai toujours émis des réserves. J'ai toujours dit ce qui ne me convenait pas. Est-ce que je suis en train de vous dire que sur le PADUC, tout est à jeter? Non. C'est une vision simpliste de la société. Est-ce que je suis en train de vous dire que le PADUC tel qu'il est présenté me convient? Non également. Donc je pense que celles et ceux que je soutiens dans le cadre des élections territoriales auront à cœur de dire ce qui ne va pas dans ce PADUC. Moi je crois qu'il y a une emprise idéologique qui est complètement décalée avec ce que la Corse appelle aujourd'hui, ce dont la Corse a besoin. La Corse elle a besoin d'une économie qui ne soit pas une économie de type planificatrice, marxisante. Malheureusement, je le dis très, très clairement, le document que propose la majorité actuelle, il est idéologique. Il tourne le dos à un certain nombre de choses. Et puis sur un certain nombre de points, ajaxiens plus particulièrement, je crois vous avoir démontré qu'il y a des bévues. Des bévues qui aujourd'hui risquent de nous poser de gros problèmes, en tout cas. Est-ce qu'il y a un moyen, en fait, à ce que vous avez une autre vision entre le PADUC d'Ange Santini qui avait été retiré et celui-là? Il y a un document intermédiaire? Mais bien sûr, il y a toujours un document intermédiaire. Si demain, on a la prétention de vouloir administrer en étant un élu, ça veut dire qu'on a la possibilité de changer les choses, de faire évoluer les choses, de ne pas être toujours sur du blanc ou sur du noir, d'avoir un petit peu de nuance. Moi, ce que je crois, c'est que le PADUC qui a été présenté sous la précédente mandature, il avait des défauts, il avait aussi des qualités, tout comme celui d'aujourd'hui. Un document, il est nécessairement imparfait. Mais un document comme le PADUC, il se doit tout de même d'avoir un certain nombre de dossiers, de sujets bien écrits en son sein, et un certain nombre de réponses aux problèmes que se pose la Corse et les Corses aujourd'hui. Moi, je crois que sur le développement économique et sur le problème numéro 1, qui aujourd'hui fait du mal à la Corse, c'est-à-dire sur le problème de l'emploi et du chômage. Il n'apporte pas de réponse suffisante. Il faudrait qu'on soit un peu plus précis là-dessus, et surtout si on veut trouver des sorties positives concernant ce drame qu'est le chômage en Corse, c'est pas en apportant les solutions d'une économie mise sous tutelle de tout ce qui est public, sur une planification de l'économie, sur des idées qui de toute manière ont montré leurs limites et qui montrent leurs limites un peu partout dans le monde. Je reconnais à Maria Giudice le fait d'avoir travaillé, mais je lui reconnais aussi le fait d'être très idéologue dans sa démarche. Et comme je ne partage pas ses idées, vous imaginez bien que je suis obligé de dire que je ne les partage pas. Donc c'est une réalité, et puis je pense surtout que la Corse, elle a besoin de tout de même, à un moment ou à un autre, d'avoir des responsables politiques qui sortent du leur. On ne pourra pas être toujours sous une économie administrée par la puissance publique, par la manne publique, par l'argent public. Il va falloir à un moment ou à un autre créer les conditions d'une construction d'une économie qui soit un peu plus libre en Corse et qui permette aux gens de s'enrichir autrement que par les biais habituels qui consistent à avoir des affaires, hériter dans le domaine du tourisme ou créer des sociétés de BTP. Il y a d'autres possibilités de s'enrichir en Corse. Il faut juste donner cela et il s'avère qu'on a des outils avec la région. C'est la première compétence de la région qui est le développement économique pour booster tout ça. Il suffit juste d'aller un peu sur le terrain, de voir ce qui se passe ailleurs, en Europe et dans le monde. Il y a des îles de Méditerranée très proches de nous. Je pense à nos amis sardes qui s'en sortent un peu mieux, pour ne pas dire beaucoup mieux que nous, et ça se voit depuis des années. Rattrapons notre retard. Sortons des vieilles lunes idéologiques. Essayons de répondre aux vraies questions que se posent un nombre trop important de nos compatriotes. C'est pouvons-nous trouver un emploi ici, un logement ici, vivre bien ici, gagner tranquillement sa vie ici. Moi, je suis persuadé que c'est possible et je pense que le document tel qu'il est présenté aujourd'hui n'offre pas toutes ces réponses, ou du moins, peut-être que je n'ai pas assez regardé, mais je ne les ai pas trouvées pour l'instant. Merci Laurent Marcangeli, on se retrouve demain. Bonjour et bienvenue, on retrouve notre invité Laurent Marcangeli. Bonjour. Bonjour. Député maire d'Ajaccio, on va parler d'un sujet d'actualité important aussi, ce sont les migrants. On va écouter donc le sentiment de Monseigneur Olivier de Germay, évêque d'Ajaccio pour la Corse. C'était à l'occasion des célébrations, notamment d'Azanta Giugniol ou des célébrations mariales. Il a pris bien évidemment un point de vue sur les migrants après la prise de position du pape François qui incite donc chaque paroisse à accueillir une famille dans la limite de ses possibilités. On écoute Monseigneur Olivier de Germay.
comme je le rappelais, l'accueil de l'étranger, ça fait partie de notre foi. On pense à la parabole du jugement dernier où le Christ dit « J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Alors maintenant, venez les bénis de mon Père, entrez dans le royaume. » Donc c'est sûr que pour nous, l'accueil de l'étranger a une place très importante. Évidemment, ça ne veut pas dire que nous sommes des naïfs et que la solution est simpliste, bien sûr que non. D'ailleurs, comme je le disais, c'est pas à moi de donner les solutions politiques à cette question complexe, mais je crois qu'il faut en tout cas, on ne peut pas être indifférent. C'est un drame qui se déroule à nos portes, autour de nous, en Méditerranée, et on ne peut pas rester indifférent, donc il faut qu'il y ait un réveil, et je crois que si on se mobilise, c'est possible. Une communauté paroissiale nombreuse, elle peut accueillir une famille, si chacun s'y met, c'est tout à fait possible. Je sais bien que ça peut susciter des peurs, ça l'a déjà fait un petit peu sur les réseaux sociaux, mais je crois qu'il faut se souvenir aussi que la Corse a une longue tradition d'accueil, parce que parfois on se dit, mais si on accueille les étrangers, alors on va perdre notre identité. Mais précisément, dans l'identité de la Corse, il y a cette tradition d'accueil. Ça a été le cas, par exemple, pour les chrétiens qui sont venus de Grèce au XVIIe siècle. C'était le cas pendant la Première Guerre mondiale, où ce sont plusieurs milliers, 3-4 000 réfugiés qui ont été accueillis, dont des Serbes, et aussi il y avait déjà à l'époque des Syriens. Laura Marcangeli, donc cette ambivalence en fait entre l'accueil et puis les craintes aussi que peuvent avoir certains. Nous vivons un moment historiquement très difficile. Je crois que les images que nous avons sur les chaînes d'information en continu parlent d'elles-mêmes. Vous avez des hommes et des femmes avec des enfants qui fuient l'enfer. Comment ne pas être interpellé par une telle perdition ? Comment ne pas être retourné par les images qui nous parviennent ? Et j'ai évidemment encore à l'esprit la réaction que j'ai eue devant la photo de cet enfant. Mais il y a d'autres photos. Il y a des massacres de chrétiens d'Orient perpétrés par Daesh depuis des mois. Il y a la guerre en Irak, en Syrie. Il y a les Kurdes, qui sont un peuple opprimé, et ce depuis des décennies. On n'a pas attendu aujourd'hui pour savoir qu'il y a un problème concernant le peuple kurde, qui est malmené en Turquie, qui est malmené en Irak, qui est malmené un peu partout là où il se trouve. Et il y a ce déferlement de réfugiés politiques, qui est une réalité aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Parmi ces réfugiés politiques, y a-t-il des migrants ? C'est pas la même chose. Je n'ai pas la réponse à cette question. Est-ce que ça crée un effet d'aubaine ? Est-ce qu'il y a des migrants économiques parmi cette masse d'hommes et de femmes qui fuient la guerre ? C'est possible. C'est possible. Donc il y a déjà deux types, je dirais, d'hommes et de femmes qu'on peut répertorier. Il y a ceux qui fuient une situation économique difficile et qui ne viennent pas forcément des régions dont je vous parlais tout à l'heure. Et il y a ceux qui fuient l'horreur, l'atrocité, la barbarie. Moi, évidemment, je crois qu'il faut venir en aide, avant tout, à ceux qui fuient l'atrocité, l'horreur, la guerre, la barbarie. Pouvons-nous le faire dans des proportions extrêmement élevées aujourd'hui ? Je crois que c'est difficile aujourd'hui, et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'il y a une situation sociale, économique, qui m'amène à dire tout de même, et personne ne pourra me contredire, qu'en Corse, en France, il y a déjà beaucoup de problèmes. Problèmes quotidiens que vivent des hommes et des femmes que nous connaissons, que nous voyons, avec lesquels nous avons grandi, qui sont dans notre quartier, qui vont faire les courses avec nous quand ils arrivent à avoir assez d'argent pour le faire, qui n'arrivent pas à avoir de logement, qui sont inscrits depuis maintenant 3, 4, 5 ans pour une demande de logement social, qui n'ont pas, qui en ont besoin. C'est pas de la complaisance. Qu'il y a des gens qui vivent dans des voitures en Corse et à Ajaccio, qui s'en sortent pas. Ça fait un amalgame ensuite, ça. Parce que vous le voyez sur les réseaux sociaux, les gens se disent pourquoi est-ce qu'on va pas donner en priorité aux gens qui sont à côté de nous et qui attendent depuis des années, et on va donner en priorité à des gens qui viennent d'ailleurs. Bon, faut pas oublier, je le dis encore une fois, les gens qui viennent d'ailleurs, ils fuient l'enfer. Le vrai. Celui où on découpe les gens en morceaux, celui où on brûle des maisons, celui où on tue des familles entières, où on tue des enfants, des bébés, c'est la réalité. Donc il faut se mettre aussi dans cet état d'esprit. C'est compliqué. C'est un cheminement intellectuel qui est très compliqué. Et on le sait en lisant les réseaux sociaux, Monseigneur de Germay, qui est un homme de bon sens, s'en est aperçu, eh bien on voit de la colère, on voit de la peur.
Parce qu'il y a également une dose de peur qui est non négligeable. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une peur de l'autre dans la société française et dans la société corse. Et si on faisait un sondage, ici en Corse, ne nous voilons pas la face. Tout le monde sait ce qui va sortir de ce sondage. Si on fait une consultation populaire, tout le monde sait ce qui va sortir. Et nous, quand on est des hommes et des femmes politiques, on est dans l'obligation de dire ce que nous pensons. Moi, ce que je pense, c'est que la Corse, elle ne peut pas fermer les yeux et elle ne peut pas fermer la porte devant cette misère. Mais la Corse, elle ne peut pas accueillir toute cette misère. La Corse, elle doit aussi, avant tout, se pencher sur celles et ceux qui sont en déshérence chez elle. Parce que ces gens-là, ils existent et nous les connaissons, nous n'avons pas vocation à les oublier. Donc c'est un mélange difficile qu'il faut réaliser. Moi, ce que je pense, pour être totalement clair avec vous, c'est qu'il faut que cette solidarité, elle joue sur la base du volontariat. Les pouvoirs publics... Est-ce que la commune d'Ajaccio, par exemple, alors pour vous avez dit qu'ils fuient la barbarie, qu'ils fuient la guerre, en faisant bien sûr bien le distinguo peut-être avec les migrants économiques dont vous parliez aussi. Moi, je fais le distinguo parce que j'estime qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des mesures qui doivent être prises, il y a des gens qui fuient l'enfer. Ces gens-là, dans des proportions justes, doivent être accueillis. Et puis, je vais aller plus loin. Allez, je vais certainement être accusé par certaines personnes de faire des distinguos. Il y a des gens qui sont peut-être plus facilement assimilables chez nous que dans d'autres endroits, et vice-versa. Vous savez très bien qu'il y a des problèmes dans la société corse aujourd'hui. Il ne faudrait pas non plus faire en sorte que ceux qui soient accueillis le soient mal, ne soient pas acceptés par la population, et au final se retrouvent dans une situation pas pire, parce que vu d'où ils viennent, je vais vous dire pire, on ne trouvera pas, mais ne soient pas accueillis à bras ouverts. Il faut quand même que les gens qui soient reçus soient en capacité de pouvoir s'intégrer dans l'espace dans lequel nous nous trouvons. C'est compliqué la Corse. C'est compliqué de s'intégrer en Corse. Donc il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut prendre en compte. Alors aujourd'hui on me dit oui les quotas c'est pas bien, c'est illégal, il faut pas faire de distinguo entre les uns et les autres. Moi je vous le dis très clairement, il faut faire très attention à ça, mais il faut mettre toutes les communautés qui vivent en Corse sur ce dossier. Je pense que les communautés aussi qui ne sont pas forcément dans le culte catholique doivent se prononcer. Il doit y avoir un dialogue interreligieux, il doit y avoir un dialogue entre les institutions. Moi, ce que je vous dis en tant que maire d'Ajaccio, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de grands moyens non plus pour pouvoir recevoir un grand nombre de réfugiés qui fuient l'enfer dont nous parlions tout à l'heure. C'est une réalité concrète. Je ne pourrais pas dire, moi, demain, à monsieur machin ou madame machin qui habite en Corse, qui est ajaccien, qui a sa famille ici depuis toujours et qui attend depuis 5 ans un logement social, qui crève la dalle. Parlons crûment. Il y a des Corses qui crèvent la dalle. Je veux dire, oui, bon, ces gens-là fuient l'enfer. On les a accueillis, on les a préférés à vous. Cette personne ne le comprendra pas. Et je vais vous dire, je comprends que cette personne, que cette famille d'Ajacciens ne le comprennent pas. Et ça, c'est un problème pour nous qui sommes engagés dans la vie publique. Il y a une nécessité d'humanité, parce que les images qu'on voit sont atroces, mais en même temps, j'ai été aussi élu ici par des gens qui attendent de moi que je règle leurs problèmes. C'est un grand problème, une grande difficulté intellectuelle, mais également politique, dans laquelle je me trouve et dans laquelle tous les élus se trouvent, ici, mais également ailleurs, sur le continent. Et puis en plus, voilà, vous le voyez, en France aujourd'hui, je crois qu'il y a de la crispation. Je crois que c'est un pays en Europe qui a plus de difficultés que d'autres. On voit qu'en Allemagne, ça ne se passe pas de la même manière, ou qu'ailleurs, ça ne se passe pas de la même manière. En France, il y a de la crispation, il y a de la tension. Je vous rappelle qu'il y a, même si ça n'a aucun rapport avec les populations qui fuient d'ailleurs la barbarie, puisqu'elles fuient la barbarie, qu'il y a eu des attentats en France, qu'il y a encore quelques semaines, il y a un chef d'entreprise qui s'est fait découper, qu'il y a des amalgames qui se créent, que la société française elle est heurtée, qu'elle ne sait plus trop où elle avance, et que chaque décision qui vont être prises vont avoir des conséquences dans l'esprit des gens. Donc il faut prendre tout cela avec beaucoup de pincettes. Et surtout, il ne faut pas faire de politique politicienne. J'ai reproché, moi, à certains hommes politiques de vouloir faire de la politique politicienne parce qu'il y a des élections au mois de décembre. Alors on va dire, voilà, il faut accueillir les migrants. Et puis parfois, vous avez des gens dans la rue qui sont plein de bon sens, qui vous disent, mais il n'a qu'à les accueillir dans son jardin, dans son salon. Et qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? C'est une réalité. Mais en même temps, ces gens-là, ils méritent, je pense, que nous ne fermons pas les yeux devant les atrocités qu'ils sont en train de vivre.
mais pas au détriment, je le dis très clairement, pas au détriment de celles et de ceux qui sont déjà dans des situations extrêmement précaires chez nous. Donc oui à l'accueil, dans de justes proportions, pour favoriser une intégration, et surtout n'oublions pas ceux qui ici, en Corse, au quotidien, à Ajaccio, plus particulièrement puisque je suis maire d'Ajaccio, vivent un enfer quotidien également, même si ce n'est pas le même, mais c'est celui de la peur du lendemain, c'est celui du non-emploi, c'est celui du mal-logement, c'est celui du mal-être. Merci beaucoup, Laurent Marcangeli. On va se retrouver demain pour aborder une nouvelle thématique. Bonjour et bienvenue. On retrouve Laurent Marcangeli, le député maire d'Ajaccio, notre invité durant toute cette semaine. Bonjour. Bonjour. Pascal Trojani, nous allons l'entendre. Il représente la Corsica Maritime, cette société donc maritime issue d'un consortium de chefs d'entreprise insulaires qui donc a présenté une offre pour la reprise de la SNCM. Ces chefs d'entreprise insulaires qui reprendront, quoi qu'il en soit, une compagnie maritime, que ce soit la SNCM ou pas. Ils veulent avoir leur propre compagnie. On écoute Pascal Trojani. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes complètement aujourd'hui axés sur la reprise de la SNCM, mais si le tribunal en décidait autrement, d'attribuer à quelqu'un d'autre la reprise de la SNCM, aujourd'hui Corsica Maritime est créée, elle est lancée, on se dirigera sûrement vers d'autres solutions pour pouvoir aller au bout de notre idée. De toute façon, aujourd'hui, il faut savoir que tous les adhérents de Corsica Maritime représentent 60% de l'activité du fret entre le continent et la Corse. Donc aujourd'hui, nous pensons avoir déjà un fonds de commerce qui est assuré. Donc quelle que soit la décision du tribunal, je pense que Corsica Maritime aura des bateaux entre le continent et la Corse très rapidement. Laurent Marcangeli, donc une offre plurielle. Il y a effectivement cette offre de Corsica Maritime, il y a l'offre de la STEF donc avec la méridionale, il y a plusieurs offres qui ont été déposées. Laquelle, selon vous paraît la plus adaptée à la Corse ? Écoutez, je me garderais bien de rentrer avec une réponse toute faite. Vous savez, la décision du tribunal de commerce de Marseille, elle n'est pas facile à prendre. Loin s'en faut. Pour preuve, elle aurait dû être prise il y a bien longtemps. On recule l'échéance depuis un certain nombre de mois. Et on voit des initiatives diverses et variées se créer. Et je regarde avec beaucoup d'intérêt cette initiative Corsica Maritime. Elle appartient à des hommes et des femmes qui connaissent le secteur du fret. Cela a été dit par M. Trojani à l'instant. Elle est à prendre au sérieux. Moi, je ne suis pas là aujourd'hui en tant que politique pour prendre une décision à la place des juges. Moi, par contre, je vais vous dire ce que je souhaite en tant qu'homme politique. C'est naturel. Ce que je souhaite, c'est qu'on se sorte de cette situation. Cette situation qui est quand même terrible. Vous savez, j'ai participé à une commission d'enquête parlementaire sur les conditions de la reprise de la SNCM dans les années 2004. Par les fonds de pension. Par Butler Capital. C'était à l'époque. Cette commission d'enquête parlementaire, je me suis vite rendu compte qu'elle allait accoucher de conclusions à l'eau tiède. Et d'ailleurs, vous avez vu, elle n'a rien révélé que nous ne savions déjà. Elle a pourtant auditionné les représentants de l'entreprise qui avaient repris à l'époque, le Premier ministre d'alors, les ministres, les présidents de l'Assemblée de l'époque, les présidents des exécutifs, bon bref. Et on a abouti à un rapport gentillet qui mettait en exergue un certain nombre de choses, mais il est réel que la société SNCM, elle a eu beaucoup de difficultés à cette époque-là, suite à cette reprise, puisqu'il suffit de consulter les chiffres pour s'en apercevoir. Et puis il ne faut pas oublier non plus que l'État est actionnaire, qu'il a eu une responsabilité dans cette affaire, mais encore une fois, vous savez, pour réussir à écrire noir sur blanc un certain nombre de choses qui peuvent parfois déranger, c'est difficile. Donc cette commission d'enquête parlementaire, je n'ai pas beaucoup participé. Je vais être honnête avec vous, parce que je me suis vite aperçu qu'on allait essayer d'accoucher de quelque chose, de consensuel au maximum, pour ne vexer personne, et que surtout, on n'avait pas envie de mettre le doigt là où il ne fallait pas. J'aimerais pas qu'on soit encore dans des situations pareilles, maintenant qu'il faut décider de la reprise. Moi j'ai envie qu'on tranche une bonne fois pour toutes, qu'on évite au maximum la casse sociale, qu'en Corse, on soit en capacité de justifier l'enveloppe de continuité territoriale, c'est-à-dire que l'argent du contribuable versé pour faire en sorte qu'il y ait cette continuité territoriale soit utilisé à fin utile, c'est-à-dire pour cela, que la société qui sera choisie rende des comptes à l'Assemblée de Corse, et donc au peuple, que le dialogue social au sein de cette entreprise soit un peu plus équilibré qu'il ne l'est actuellement, et que celles et ceux qui géreront cette entreprise le fassent
vraiment en bon père de famille. Ce n'est pas une expression désuète, c'est une expression qui a tout son sens. Donc moi, je n'ai pas m'ingérer et m'insérer dans la décision du juge. J'ai mes idées, j'ai regardé à peu près tout ce qui se passait. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'enfin, on sorte de cette situation qui est une situation difficile, et puis qu'on se dise une bonne fois pour toutes que la manière dont le transport, je veux dire, le dossier transport est géré n'a peut-être pas été la meilleure jusqu'à maintenant, mais je pense aussi, et je crois qu'il est important de le préciser, que c'est extrêmement complexe, qu'il faut beaucoup d'humilité sur ce sujet-là, que peut-être parfois nos responsables en ont manqué, et que l'entreprise SNCM, malheureusement pour elle, n'a pas été gérée, c'est une litote de le dire, de manière très responsable, et qu'il aurait fallu, je crois, à un moment ou à un autre, tirer la sonnette d'alarme, avant même de penser à faire un rapport d'enquête parlementaire. Mais que voulez-vous, nous sommes dans cette situation-là. Je n'ai pas de décision arrêtée, c'est pas de la langue de bois, c'est tout simplement le respect que j'ai pour le tribunal de commerce. C'est pas aux politiques de se prononcer, là c'est la reprise d'une entreprise qui est dans une situation très difficile, ça ne peut être que décidé par un tribunal de commerce. Ce tribunal de commerce, il va se prononcer, je l'espère, assez rapidement. Et à ce moment-là, nous verrons comment les choses se passent. Et j'espère que ça se passera dans les meilleures conditions, notamment au niveau social, parce que il y a des familles qui sont peut-être dans l'attente de savoir ce qui va se passer. Il y a la peur du licenciement, il y a la peur, encore une fois, de la perte d'emploi. Donc c'est un dossier qui est quand même très sensible. Brièvement, Laurent Marcangeli, vous parlez de la responsabilité des uns et des autres dans le devenir de cette compagnie. Quid de celle de l'Office des transports de la Corse ? D'abord, je me pose une question. Est-ce que l'Office des transports de la Corse, il a encore des raisons d'être ? Vous savez, il y a d'autres élus qui se sont posé la question de savoir est-ce que il est normal, il est naturel d'avoir un office des transports en Corse. Les responsabilités, évidemment, elles y sont. Je pense que les élus font du mieux qu'ils peuvent lorsqu'ils exercent leur charge. C'est moi ce que je pense de moi-même et de celles et ceux qui m'accompagnent. Mais a-t-on véritablement pris le problème par le bon bout au cours de toutes ces années ? Peut-être que non. Est-ce que l'enveloppe de continuité territoriale telle qu'elle est ventilée depuis des années, est-ce que ça va dans le bon sens ? Peut-être que non. Est-ce qu'un service public des transports dans un monde de compétition effréné va dans le bon sens? Peut-être que non aussi. Je ne suis pas un spécialiste de la matière. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, les Corses attendent que cette liaison soit assurée pour les personnes, mais également pour les biens. Et là, toute l'importance du fret revient sur le devant de la scène. Et que quand de l'argent est injecté dans une entreprise pour qu'elle exerce une délégation de service public, que cette délégation de service public soit bien exercée, soit bien ficelée, je dirais, que le service soit rendu à la population. Je prends l'exemple d'Air Corsica, voilà, il y a des accords d'entreprise, le dialogue social au sein de l'entreprise se passe bien, c'est peut-être plus petit, c'est moins important d'un point de vue de la flotte, notamment en matière de bateaux. On ne peut pas comparer les bateaux et les avions. Une compagnie aérienne coûte moins cher. Une compagnie aérienne coûte moins cher, parce qu'aujourd'hui, c'est une valeur un peu plus sûre. Mais je crois qu'il va falloir à un moment ou à un autre qu'on adapte la délégation de service public si d'aventure on conserve ce mode de fonctionnement, ce qui est d'ailleurs un débat qui est parfaitement nécessaire. Il faudra l'avoir, ce débat. Il faudra en tout cas ne pas répéter les erreurs du passé, et du côté du politique et du côté du gestionnaire qui aura la charge de faire fonctionner l'entreprise, et puis surtout l'État lorsqu'il est actionnaire d'une entreprise, comme ça a été le cas pendant des années avec la SNCM. J'espère qu'il veillera à être un actionnaire un peu plus présent et un peu plus, je dirais, un peu plus sourcilieux lorsqu'il faut prendre des décisions et lorsqu'il faut un peu taper du poing sur la table. Merci Laurent Marcangeli, on va se retrouver demain pour notre dernière émission. Merci. Bonjour et bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie du député maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli. Bonjour. Bonjour. On va parler d'un sujet qui a beaucoup agité la Corse cet été. Il s'agit de la xylella fastidieuse. Plusieurs cas ont été recensés en Corse, donc avec une inquiétude qui grandit, même si ces cas ne sont pas les mêmes que dans les Pouilles en Italie, puisqu'il s'agit d'une sous-variété multiplex qui n'est pas la même que celle qui a détruit tous les oliviers en Italie. On va écouter Yvan Popov, il fait partie du collectif contre la xylella fastidieuse et il nous livre ses inquiétudes et on vous retrouve après.
Ce que nous voudrions obtenir, c'est un gel total de la situation en Corse, au moins pour les 3 ou 4 mois à venir, afin de faire un point complet sur la situation et de effectivement ensuite renforcer les mesures. Ça, c'est notre opinion. Monsieur le préfet se cache derrière la loi européenne et les accords de Schengen, notamment sur la circulation des biens. Moi, je pense qu'en matière méditerranéenne, notamment au niveau des îles et de la Corse, qui pourrait être un conservatoire extraordinaire, il y a des dérogations qui sont possibles. Je pense que tout n'a pas été fait au niveau européen pour étudier cette possibilité. Et ça, c'est important. Alors Laurent Marcangeli, donc maire d'Ajaccio, mais également député, ces dérogations européennes, on en parle régulièrement concernant la Corse, que ce soit ce dossier ou d'autres. La question, elle est posée. Dans la semaine, nous avons évoqué également le cas de l'immigration. Vous savez, l'espace Schengen, aujourd'hui, c'est un espace qui a son utilité, mais qui crée aussi de grands problèmes. Et là, sur la Xylella fastidiosa, vous avez encore un problème qui est créé par la réglementation européenne. On parle moins, au moment où je m'exprime avec vous, de ce dossier. Mais moi, je vais vous dire, c'est quand même été quelque chose qui nous a fait froid dans le dos pendant tout l'été. Vous l'avez annoncé dans votre ouverture. Heureusement, c'est une sous-variété, mais ça fait du mal quand même. Et je vous rappelle tout de même qu'au départ de l'épidémie, on croyait qu'on allait être mangé à la même sauce que les pouilles en Italie. C'est vous dire, toutes ces décennies qui ont construit notre écosystème, si elles peuvent être réduites à néant en si peu de temps. Une forêt pour pousser, il en faut des années. Mais pour qu'elle parte en cendres, on le sait très bien, ça peut durer en quelques minutes seulement. Il suffit du geste. Et là, il suffit d'une contamination demain pour pouvoir aller dans des situations extrêmement difficiles. Je vais vous dire ce que je pense. Je crois qu'il faut que chacun des acteurs soit dans une logique de construction, dans une logique de construction de solutions, sans faire de politique, sans faire d'opposition systématique pour le plaisir de s'opposer. Vous savez, en Corse, nous sommes des hommes et des femmes tous très passionnés. Et on s'emporte, notamment lorsqu'un micro vient ou lorsqu'il y a une caméra. Chacun a des responsabilités. L'État a les siennes, les collectivités, ceux qui travaillent la terre, ceux qui sont pépiniéristes. Je crois qu'à un moment ou à un autre, il faut avoir une réflexion commune pour qu'un certain nombre de pratiques n'aient pas lieu. Donc il y a un risque aujourd'hui, notamment par le biais d'importation. Il faut rendre ce risque au strict minimum, parce qu'il s'agit tout simplement de l'avenir de notre écosystème en Corse. Donc il faut être extrêmement précautionneux. Il faut même être protectionniste. Voilà. Interdire toutes les importations. Moi, je pense qu'il va falloir à un moment ou à un autre se poser la question. Alors, j'entendais M. Popov qui disait à juste titre que le préfet lui avait opposé Schengen. Mais si Schengen, c'est prendre le risque d'une destruction massive de notre écosystème, alors je dis non. Vous savez que dans la constitution de notre République, il y a ce qui s'appelle le principe de précaution. Il est inscrit dans la constitution de la Ve République. Le principe de précaution, c'est qu'on ne fait jamais rien lorsqu'il y a un doute. Lorsqu'il y a un doute sur l'écologie, sur la vie humaine, sur quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est un principe qui est contesté par certains économistes parce qu'ils estiment qu'il est contraire à toute forme de progrès. Moi, ce que je crois, c'est que sur ce dossier, on a eu la chance, entre guillemets, de ne pas être touché par la variété la plus mortifère et la plus dure de la Xylella fastidiosa. Soyons quand même vigilants pour faire en sorte que la variété la plus dure ne pénètre pas sur notre sol. Déjà, première chose. Moi, à part être dans la limitation la plus stricte, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire. Et ensuite, il y a aussi la phase d'inspection, parce que malheureusement, on s'aperçoit toutes les semaines qu'il y a de nouveaux foyers. Et je pense que vu l'étendue que nous avons en espace naturel en Corse, nous ne sommes pas au bout de nos découvertes. En plus, ce sont des maladies, des épidémies qui se développent assez vite. Même si je ne suis pas spécialiste, j'ai pu lire un certain nombre d'avis de spécialistes qui m'ont un peu mis la puce à l'oreille. Donc, soyons dans une vigilance. Je crois que plus on placera haut le curseur de la vigilance, moins on prendra de risques. C'est une réponse de bon sens. Et je crois surtout qu'il faut qu'on fasse un inventaire exhaustif de ce que nous avons aujourd'hui sur notre territoire. Je sais qu'il est en cours. Et qu'on prenne le minimum de risques lorsqu'on trouve un foyer en le détruisant, même si ça fait mal au cœur.
de voir des espaces végétaux brûlés, comme ça a été le cas dans plusieurs endroits de Corse depuis le début de l'épidémie. Mais c'est un dossier qui est quand même très complexe. Et là, sur ce dossier-là, vous savez, je fais confiance aux scientifiques. Je fais confiance aux agriculteurs, les vrais, ceux qui connaissent la terre. Je fais confiance à celles et ceux qui sont vraiment animés de cet esprit de sauvegarde pour le faire. Et j'espère que l'État entendra ceux qui savent. Et que on se protégera et que l'État nous protégera de cela, même si parfois ça peut être un peu en contradiction avec certaines réglementations européennes. Je pense que ça vaut bien, en tout cas, la préservation de la nature en Corse. Merci Laurent Marcangeli d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. Merci de m'avoir invité. Voilà, on se retrouve très bientôt, dans la future campagne électorale notamment, et puis dès très récemment aussi, on va se retrouver. L'actualité nous permet de nous rencontrer assez souvent, c'est vrai, disons-le. Effectivement, merci, à très bientôt. Merci à vous, au revoir. Au revoir.